MacBook Pro ont débarqué dans la torpeur de l'été, une arrivée surprise qui n'est pas sans poser question. Pourquoi ce retard? Apple a-t-elle corrigé les défauts chroniques de clavier? Que vaut enregistre des performances et surtout la version i9 facturée à prix d'or? Faut-il plutôt craquer pour un petit 13 pouces? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. En préambule, je vous rappelle que nous serons en direct le 12 septembre pour un live spécial iPhone. Vous pouvez assister à la captation de l'émission ici à l'école 42 et suivre la keynote en direct sur écran géant en vous inscrivant par mail à contact@onrefaitlemacom. N'hésitez pas, c'est bien sûr gratuit. Avec pour cette première émission et pour passer au crible les MacBook Pro comme chroniqueur ici en plateau. À mes côtés, il a troqué son MacBook or rose, ou presque. Il a troqué donc pour un MacBook Pro gris sidéral. Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, je vais maintenant attaquer aux grandes tailles. Bon, je ne veux pas dénoncer, mais tu es celui qui est le moins bronzé de l'équipe. J'ai travaillé, oui. Voilà, on voit le plus sérieux de la bande. C'est dit. Voilà. Il y en a un qui a travaillé cet été. Ouais. Nous saurons en fin d'émission si tu vas garder ton MacBook Pro ou récupérer ton MacBook sans connecteur ou presque. On verra s'ils t'ont convaincu. En duplex depuis Lausanne, avec l'accent, comment on dit Lausanne en Suisse? C'est comment avec l'accent? Je suis pas suisse, moi, tu sais. Lausanne, on dit comme ça. Il a passé une bonne partie de ses vacances à tester la nouvelle gamme de MacBook Pro. On peut dire qu'Apple t'a un peu pourri tes congés, on peut le dire. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Je ne comprends pas, monsieur Frigara. Je n'ai pas eu de vacances, monsieur Frigara. C'est un scandale. Oui. Je n'étais pas en Corse, moi, mais effectivement, j'ai emmené tous les MacBook Pro en vacances et j'ai alterné, voilà, tu vois, entre piscine, j'ai quand même bronzé un petit peu, et des benches. Voilà, l'écran Retina. Comme nouveau chroniqueur pour cette première émission, vous l'avez aperçu, lui n'a pas encore craqué pour les derniers modèles de MacBook Pro, car il utilise la génération précédente. L'occasion de prendre conscience ensemble des progrès réalisés par Apple. Damien Douani, bonjour Damien. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors Damien, on te présente comment? Tu es quoi, un explorateur digital, tu es à la fois chroniqueur, tech et tendance sur BFM Business, entrepreneur et bien sûr un fan passionné de la pomme. C'est ça, un fan et un fin observateur, enfin je ne sais pas, mais au moins un observateur avisé de tout ce que la pomme fait. Voilà. Et enfin, un autre nouveau visage dans cette émission, notre nouveau community manager, Alexandre Masméjean. Bonjour Alex et bienvenue dans l'équipe d'On refait le Mac. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon, c'est toi qui sera dorénavant le community manager de l'émission et qui va t'occuper de la rubrique sondage, de la rubrique questions Twitter, etc. Il va intervenir de manière régulière. On fait un petit coucou à Benjamin, qui était notre community manager et qui est parti vers d'autres horizons. Merci encore pour ton aide, Benjamin. Un petit mot pour notre concours cette semaine. Nous organisons un concours avec notre partenaire crucial qui vous offre un SSD MX500 d'une capacité de 500 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et d'OPC Performance. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un tweet en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Allez, après ces présentations et autres amabilités, place aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine, on va appeler Alex, qui n'est pas très loin de nous, pour qu'il va nous résumer le sondage de la semaine. Alexandre. Oui, alors le chiffre de la semaine, c'est la réponse à notre sondage que nous avons publié sur le compte Twitter dont refait le Mac. Cette semaine, la question était pour ou contre la nouvelle gamme MacBook Pro. Vous êtes plus de la moitié, 51% à voter. Un ordi, ou plutôt des ordis bien trop chers. 21% a trouvé la touch bar inutile depuis le redesign. 17% a considéré que c'est le prix à payer pour la puissance des nouveaux MacBook Pro. Et 11% a considéré que nous sommes en présence du plus beau des ordis du marché. Ouais, voilà. Plus de la moitié, il y a à peu près 200 votants à penser que l'ordi, ou plutôt ce sont des ordis qui restent bien trop chers. C'est la réaction épidermique à ces MacBook Pro. Donc on va évacuer, si vous êtes d'accord, le sujet qui fait mal, celle de la politique tarifaire d'Apple. Trouvez-vous, messieurs, que les MacBook Pro sont trop chers? La version de gamme, à titre d'exemple, a augmenté, excusez du peu, de 3 000 €. La facture atteint le maximum de 7 959 € pour la version toute option du MacBook Pro 15 pouces. C'est presque une petite voiture, Didier.
Ouais, bon, c'est l'éternelle question de la politique tarifaire. Je pense qu'on peut la prendre dans tous les sens. Moi, je pense que ce qui stresse un peu les gens, et on le voit bien dans le sondage, c'est plus que il n'y a pas la killer feature qui te fait un peu rêver, comme, tu sais, un peu à l'époque, je vais être nostalgique, mais à l'époque du Titanium, de l'iBook. Enfin, il y avait des machines qui avaient, même le MacBook Air, qui avait vraiment révolutionné. Touch bar, quand même. Bon, Voilà, non, mais tu vois, la Touch Bar, il n'y a personne qui achète pour la Touch Bar, par exemple. On en Il y a parlera personne. tout à l'heure, bien sûr. On peut acheter pour le Thunderbolt, on peut acheter pour un certain nombre de choses, mais c'est vrai que voilà. Et juste pour le côté tarif purement, effectivement, ce prix délirant là, 8 000 €, il est lié à des composants qui, pareil, peinent à convaincre. C'est vraiment indispensable de mettre des SSD aussi chers, puisque c'est ça qui fait grimper le prix, clairement, pour des machines dont quasiment personne n'a un usage à ces débits-là. Donc voilà, c'est des choix qui effectivement crispent un petit peu les gens et qui peut-être sont pas faits sur les bonnes fonctionnalités, moi je dirais. Alors, on va poser la question à Stéphane ici en plateau. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'avoir craqué pour le MacBook Pro qui est à côté de toi? Plus de 5 000 € l'iMac Pro, là on est à 7 000. Là on franchit les paliers qu'on n'avait encore jamais franchis. Parce que les autres les rattrapaient. Ouais, c'est le prix de session de travail, quoi. C'est plus Bien évidemment. Attends, un ordinateur comme ça, je ne sais même pas combien, peut-être à l'époque, pouvoir d'achat aidant, peut-être ça valait autant quand les ordinateurs étaient encore en francs. Oui. Et alors que quand on compare les époques, aujourd'hui acheter un ordinateur portable, on en trouve pour quelques centaines d'euros et encore. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment qu'il y ait une justification, et comme le disait Didier, la killer feature, on la cherche encore, alors il faudra vraiment que ce soit avec l'usage. Damien, historiquement, toi qui es un vieux, dans le bon sens du terme, utilisateur de Mac historique, ils ont toujours été très chers, les produits professionnels d'Apple, les MacBook Pro, c'est pas nouveau. Je pense que finalement, ça sert à rien de s'arrêter là-dessus, parce que finalement, quand on veut un Apple, finalement, on y met le prix, en plus, on va trouver toutes les justifications par rapport à ce prix. On va dire que ça dure longtemps, que donc on le rentabilise dans le temps. On espère que ça dure longtemps. C'est vrai, moi, personnellement, les machines, je les ai plutôt bien tirées dans le temps, et finalement, elles ont bien duré, 7 ans, 8 ans même, pour certaines. Donc, finalement, bon an, mal an, je me dis, est-ce que j'ai bien fait d'investir là-dedans? Pourquoi pas? Après, c'est certainement de la post-rationalisation. Mais maintenant, c'est vrai que je rejoins Didier et Stéphane sur l'aspect killer feature. On parlera plus tard, bien sûr, de la touch bar. Mais aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est un peu bizarre. Les ordinateurs portables, on verra, je pense, dans les performances qui talonnent l'iMac Pro, des machines qui seraient sédentaires ou pas, on ne sait pas trop. Enfin, il y a un positionnement qui est assez particulier. Et puis on sent qu'on vit une période un peu charnière où les ordinateurs se cherchent un peu, c'est-à-dire qu'on arrive à un plafond de performance. Aujourd'hui, il n'y a plus de doublement de performance ou la loi de Moore comme il y avait autrefois. Et on se sent bien qu'on cherche, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'on va aller vers l'ultra-mobilité avec plutôt de l'iPad ou de l'iPhone? Est-ce qu'on va aller vers des ordinateurs ultra mobile, tactile, comme se dirige Microsoft. Donc on sent qu'Apple cherche la nouvelle formule, le nouveau relais de croissance. Il n'a pas encore trouvé. On va parler de la touch bar justement. Et pour conclure sur ce thème du tarif, moi, ce qui me choque, c'est pas forcément le prix. On en avait discuté sur Twitter cet été avec Didier. C'est pas tellement le prix stratosphérique des MacBook Pro, c'est plutôt l'absence en entrée de gamme, voire en milieu de gamme, d'un MacBook Air compétitif. Et ces machines, on les martèle depuis des années dans cette émission. Elles sont totalement dépassées techniquement. Le rapport qualité-prix ne se justifie plus. C'est ça qui manque aujourd'hui dans la gamme Apple pour permettre, par exemple, aux personnes qui sont dans la génération d'Alex, notre community manager, de pouvoir accéder raisonnablement au Mac et qui n'ont pas forcément besoin d'un MacBook Pro. Alex, c'est un petit peu le sentiment que tu as pas. Il n'était pas prévu que tu interviennes, mais tu peux peut-être dire un mot. Les gens qui ne sont pas techniques, peut-être que maintenant vont directement passer à l'iPad ou aux tablettes. C'est le cas de beaucoup d'étudiants et beaucoup de publicités qui maintenant sont très centrées sur les étudiants, on étudie. Et donc, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une espèce de fissure entre les gens non techniques, donc qui ont des iPads et qui n'ont pas de MacBook Pro, et les monteurs vidéo, les artistes, les professionnels, les codeurs, les professionnels pour des MacBook Pro, et du coup, qui justifieront le prix. Et puis, cette génération qui a grandi comme toi, avec les interfaces tactiles et pas forcément avec les claviers et autres trackpads. On y reviendra. Revenons donc au test du MacBook Pro. On attendait ces nouveaux MacBook Pro en juin pour la WWDC. Ils sont arrivés un peu plus tard, au cœur de l'été, un retard qui pourrait se justifier par une mise à jour des claviers papillons qui posaient problème sur la précédente génération. On en parle tout de suite dans ce prochain chapitre. Clavier, fini les problèmes. On commence ce grand test par un point particulièrement sensible sur les anciens modèles qui a été revu, semble-t-il, par Apple. Je veux parler bien sûr du clavier. Quels étaient les symptômes les plus récurrents sur les anciennes versions de ce clavier, Didier?
Oui, alors c'était un problème structurel qu'on a depuis à peu près 2 ans et qui effectivement, ponctuellement, ton clavier pouvait se bloquer s'il y a des petits bouts, des petites poussières en fait qui venaient se mettre dans le connecteur. Donc voilà, c'est effectivement Apple n'a pas pu changer son clavier d'un coup, puisqu'ils vont pas changer la structure de la machine, tout ça. Donc effectivement, ils étaient obligés de patcher un peu le clavier actuel sans le modifier totalement, ce qui aurait pris à mon avis beaucoup trop de temps. Par contre, t'as vu, on avait raison. Je pense que c'est vraiment, ce nouveau clavier qui a dû retarder effectivement la sortie de la machine. C'est ce qu'on disait dans l'une des dernières émissions de la saison précédente. Effectivement, les MacBook Pro ont été retardés pour des problèmes de clavier. Tu l'as dit, c'est intimement lié à l'architecture de la machine. Le design du clavier, il est tellement fin cet ordinateur qu'on ne peut pas en changer aussi facilement. Il était effectivement très difficile de nettoyer et on était souvent obligé de changer purement et simplement le boîtier, voire le clavier, voire le boîtier complètement. Mais officiellement, Didier, ce n'est pas pour le rendre plus endurant ce clavier, mais pour le rendre plus silencieux, c'est ça? Oui, en fait, Olivier, ce que je pense, c'est qu'Apple a effectivement, ils peuvent pas communiquer sur le fait que les anciens claviers ont tous des problèmes, sinon il faudrait faire un rappel massif de machines. C'est ce Du qu'il coup, faut ce qu'ils faire. ont dit, c'est ce qui va se passer petit à petit. Je pense que les gens vont les ramener petit à petit en Apple Store, mais ils préfèrent cette solution à ce que tout le monde débarque d'un coup. Et puis, je pense aussi que, si tu regardes un peu les documents qui ont circulé dans le SAV, donc chez tous leurs revendeurs en Apple Store, ils te disent quand même assez clairement que ça améliore ces problèmes-là. Donc, je dirais que voilà, il y a un double message, mais clairement, ça les arrangeait bien que rajouter cette petite couche de silicone adoucit ta frappe, mais effectivement, elle est vraiment là pour empêcher donc les impuretés de venir dans le clavier. Ouais. On voit maintenant désormais qu'une petite enveloppe grâce aux images du site iFixit notamment, qui a désossé les MacBook Pro. On voit désormais une petite enveloppe de silicone vient recouvrir le mécanisme et la frappe est effectivement un peu plus douce et silencieuse. Mais ça va surtout empêcher la poussière de pénétrer, tu l'as dit Didier. Tu as fait quelques essais en termes de bruit, puisque c'est vrai que le bruit dégagé par ces touches était un problème pointé du doigt, parce que c'est un clavier assez bruyant. Tu as fait une petite vidéo Insta, on va la regarder ensemble, regardez. Alors c'est pas forcément hyper sensible, mais c'est vrai que on a tendance à taper fort sur son clavier, et comme il y a très peu de retour des touches, et forcément ça résonne, Didier. Oui, en fait, si tu reviens sur les anciens claviers, donc des 2016-2017, tu t'aperçois qu'ils font quand même plus de bruit. Et effectivement, moi, je me suis bien habitué à ce nouveau système. Alors, en plus, c'est des machines, je dirais, où il faut quand même faire attention quand tu tapes, notamment quand tu es dans les transports, puisqu'on a effectivement tendance à appuyer un peu plus fort et c'est pas forcément nécessaire. Donc, moi, je dirais que c'est un petit peu des deux. Forcément, si on veut des machines toujours plus fines, il va bien falloir que le clavier réduise un peu et qu'il trouve des solutions. Donc. Ouais. Est-ce que tu penses que la rustine va être suffisante pour éviter les problèmes futurs des encrassements de clavier? À iFixit, ils ont testé justement en mettant volontairement des grains de sable, tout un tas de petites poussières, et ils ont quand même noté que c'était quand même beaucoup plus dur d'enrayer le mécanisme. Donc je pense il y aura toujours des problèmes. De toute façon, il y a toujours eu des problèmes de clavier. Historiquement, on a toujours eu des touches qui se bloquaient, mais c'était quand même assez rare. Alors que là, autour de moi, tout le monde a eu le problème quasiment. Pareil aussi de mon côté, de mon entourage, je connais pas une personne qui a une nouvelle génération qui a pas eu un problème de clavier. C'est pour ça que je suis étonné qu'ils ne fassent pas un rappel massif. Et effectivement, il y a des classes actions qui sont en cours aux États-Unis. Et s'ils ne parlent pas d'une rustine pour réparer ce problème Apple, c'est certainement pour se prémunir de ces classes actions. Damien, de ton côté, toi qui as une génération équipée d'un clavier à papillon, est-ce que tu as rencontré ces problèmes-là? Oui, j'ai rencontré ce problème-là qui s'est solutionné assez miraculeusement en tapotant un tout petit peu, en passant de la bombe. Mais effectivement, du jour au lendemain, en tapotant, d'un seul coup, clac, la touche Enter qui devient un peu plus difficile ou qui se bloque. Pour moi, il fonctionne comme un constructeur automobile. Est-ce que Porsche ou BMW vont officiellement annoncer des grands retours de plusieurs centaines ou milliers de voitures parce qu'il y a un problème? Non, ils vont le faire au cas par cas, ils vont régler au fil de l'eau et tout doucement, tout ça va disparaître. Ouais. Et quid donc du coup, Didier, des anciens modèles? On sait que le problème n'est pas résolu pour les anciens modèles puisque quand on change de clavier, on ne rajoute pas la rustine. Bon, ils ont dit d'ailleurs qu'ils n'allaient pas changer les anciens claviers par des nouveaux, parce que apparemment, comme il y a la batterie en fait sur le top case, ça impose pas mal de changements et les batteries ont un tout petit peu changé cette année. Donc, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne développent pas quand même des claviers avec la petite rustine. Tu vois, j'en sais rien, d'ici 3-4 mois, ça m'étonnerait pas que ça sorte finalement au SAV, quoi. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui se trouve sous le clavier, ou plutôt là, sous le capot, à commencer par les nouvelles puces d'Intel. Sous le capot, plus de puissance et un début de polémique, mais n'allons pas trop
trop vite, Didier. Elles se sont fait attendre, hein, ces dernières générations de puces Intel, les fameuses Coffee Lake, qui sont enfin greffées sur un Mac. Alors, quelles sont les caractéristiques, Didier? On reste sur du 14 nanomètres, comme Skylake auparavant. La principale avancée, c'est plutôt le nombre de cœurs, hein, c'est ça? En fait, on est toujours sur du Skylake, hein, c'est toujours la même finesse de gravure, c'est à peu près la même architecture. Alors l'année dernière, on a augmenté les fréquences, cette année, on rajoute des cœurs. Intel est quand même un petit peu dans la panade, hein. Ils arrivent quand même pas à graver plus finement là en ce moment, donc effectivement, on nous sort un peu la même sauce toutes les années. Mais quand même, cette année, 2 cœurs de plus, c'est monstrueux, Olivier, puisque on double la puissance du 13 pouces et on augmente à peu près de 30-40%, ça dépend un petit peu des tâches, on va le voir après. Donc sur le 15 pouces, c'est quand même la première année depuis très très longtemps on n'avait pas eu un gain de puissance d'une année sur l'autre comme ça. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une génération à pas rater. Le 13 passe donc à 4 cœurs contre 2 auparavant et le 15 passe à 6 cœurs contre 4 auparavant. Stéphane. Intel maintenant va arrêter cette fameuse loi de Moore qui était de courir chaque année à une puissance sur puissance en miniaturisant tout ce qui pouvait l'être pour rendre encore... réduire la finesse de gravure d'année en année. Voilà. Et donc, je pense vraiment que là, c'est une des premières fois où on va voir quand même qu'Intel va plutôt se consolider toutes ses recherches et essayer plutôt d'aller vers d'autres voies de business. Ils ont racheté une boîte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mobileye, qui permet de connecter des voitures fabriquées après 2002 pour rendre autonomes ces voitures-là, Et donc, ils sont plutôt sur un autre business qui va être de rendre autonomes des objets inertes. Plutôt comme Microsoft en son temps, qui se désintéresse pas de Windows, mais c'est plus forcément uniquement le cœur de son business aujourd'hui. Je pense qu'on va arriver vers une sorte de stagnation de ce côté-là, et peut-être c'est pour ça qu'on aura bientôt l'ARM qui reviendra. Allez, un bref résumé des specs de ces nouvelles gammes. On les a ici en plateau. Le 13 pouces, regardez, il est équipé d'un Core i5 à 2,3 GHz, qui atteint la fréquence de 3,8 GHz en mode turbo, ce qui est pas mal pour un petit 13. Il se décline en version Core i7, la haut de gamme à 2,7 GHz, c'est la version qu'on a en plateau, qui atteint la fréquence de 4,5 GHz en turbo également. Donc c'est véritablement plutôt un beau progrès cette année. Précisons que la différence entre le 13 et le 15, c'est qu'il n'y a pas de GPU dédié. Dans la version 13, vous avez une vraie carte graphique dans le 15. Le 15, justement, regardez à nouveau, il est disponible en deux versions. Core i7, respectivement 2,2 et 2,6 GHz, qui montent à 4,3 GHz jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. Et pour la première fois dans la gamme MacBook Pro, on voit arriver la nouvelle génération de puces Intel, le fameux i9 qu'on a tant attendu dans le monde Mac, qui est arrivé il y a plusieurs mois déjà, Didier, dans le monde PC. Et comme sa domination n'indique pas, il est équipé de 6 cœurs et qui affiche une fréquence de 2,9 GHz et des pointes à 4,8 GHz en mode turbo. C'est plutôt un beau tableau, ce que je vous présente là, mais très rapidement, Didier, une polémique s'est déclenchée sur le web pour la version i9. Le fameux youtubeur David Lee a publié une vidéo qui mettait en lumière que, par exemple, sur Adobe Premiere, la fréquence moyenne de la puce se maintenait autour des 2,2 GHz. Nous sommes loin des 2,9, comme je vous citais tout à l'heure. Bref, le processeur faisait un peu le yo-yo entre 800 MHz et 1,9 GHz. Dès que la machine montait en température autour des 90 degrés. Évidemment, ça a créé l'indignation, puisqu'à ce niveau de prix, se retrouver avec une machine qui est presque moins rapide que le modèle en dessous, c'est complètement dingue, puisque lorsque vous faisiez un encodage vidéo, le MacBook Pro 2017, équipé d'un Core i7, était plus rapide, 39 minutes contre 35 minutes pour le Core i7 et 39 minutes pour le Core i9. Bref, le MacBook Pro haut de gamme ne parvenait pas à maintenir la fréquence de base sur la durée. Ce qui est si longtemps, Didier, on peut le comprendre, que le châssis, le boîtier en aluminium était trop étroit, trop fin pour permettre un bon refroidissement des composants. Et Apple n'aurait pas d'autre choix que de brider la fréquence. Et d'ailleurs, le youtubeur a apporté la preuve, il a mis son MacBook Pro dans le frigo. Et là, la fréquence est remontée. Ton avis, Didier, même si depuis Apple a apporté un correctif? Bon, il y a beaucoup à dire sur ce truc. Déjà, c'est pas nouveau que les ordinateurs portables très fins d'Apple chauffent parce que forcément, ils ont pas beaucoup de surface de refroidissement. Ils ont des ventilateurs qui font ce qu'ils peuvent et les processeurs, forcément, pour aller plus vite, ils ont besoin donc de consommer plus de courant et donc de chauffer. David Lee, c'est quelqu'un sur YouTube, si tu regardes un peu ses vidéos, qui a le don en fait pour pointer les petits défauts là un peu pénibles chez les constructeurs. Voilà, il regarde pas souvent la global picture. Et effectivement, il a pris
je dirais, le pire soft d'encodage vidéo qui est Adobe Premiere. D'ailleurs, ils ont sorti une mise à jour pendant l'été qui est passée un peu inaperçue, mais qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Adobe Premiere, ça utilise très très mal le GPU. C'est pas optimisé pour OpenCL, enfin toutes les technos d'Apple. C'est plus rapide sur PC que sur Mac. Faire du Adobe Premiere sur Mac, faut être un petit peu taré, même s'il y a des gens qui en font. Hein. J'en connais. Voilà, non, mais par rapport à Final Cut pas très loin d'ici. Vraiment des résultats d'un facteur 10 en termes de perf. Donc voilà, juste une petite aparté à propos de ça. Le problème en tant que tel, c'est effectivement qu'on avait le processeur qui n'arrivait pas à maintenir ses fréquences, qui faisait un petit peu le yo-yo dès qu'il chauffait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène, il s'observait dans des cas très précis et heureusement relativement rares, qui étaient d'utiliser en fait tous les cœurs à 100% pendant une durée assez longue. Donc, c'était le cas d'Adobe parce que forcément, eux, ils utilisent très très mal le GPU externe, donc tout est sur le processeur. Il y avait un autre programme de bench qui s'appelle Cinebench, qui pareil fait uniquement du calcul avec le CPU, ce qui est plus du tout le cas maintenant dans les programmes effectivement qui font des rendus 3D, qui utilisent beaucoup la partie graphique. Bref, il y avait quand même un problème. Apple l'a réglé. Ils ont publié un patch, mise à jour de macOS 10. Exactement. Donc, qui dans certains cas effectivement a réglé le problème. Hein, sous Premiere, les perfs ont été augmentés, mais nous on a fait des tests. Donc ça m'a pris du temps, hein, mais on a publié des tests assez détaillés sur un certain nombre d'applications et globalement ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que la plupart du temps ton processeur il est pas à 100%, même dans les tâches un petit peu compliquées, il fait du turbo, il revient, il repart. T'as le GPU qui est utilisé derrière. Bref, il y a des bizarreries quand même. Hein, voilà, il y avait un truc qui clochait, mais je dirais que c'était pas le problème de l'année non plus, quoi. Bon, on est bien d'accord que le patch est résolu. Il y a d'ailleurs une mise à jour qui est apparue cette semaine également qui résout le problème, mais pour ceux qui démarrent comme sous Windows, mais ça c'est une autre histoire. Et puis on reviendra dans un instant précisément sur les benches que tu as réalisés tout l'été pour Mac Forever et du coup pour nous. Merci Didier. Mais au-delà, messieurs, peut-être en plateau et peut-être avec Damien, est-ce que quelque part il n'y a pas un problème avec le design de cette machine? Les designers d'Apple n'ont-ils pas été un peu trop loin dans leur quête de finesse? Ce qui a obligé à réduire considérablement les ports. Hein. Il n'y a plus de port Ethernet, de port HDMI et autres lecteurs de carte SD. La greffe d'un clavier papillon ultra fin mais qui s'encrasse. Et maintenant, le refroidissement qui pose problème. Ça commence à faire un peu beaucoup, non, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, non, mais de toute façon, on est allé vers la finesse. Maintenant, on voit que ça a certaines limites. Moi, j'ai déjà eu tellement de problèmes avec mon clavier sur celui-ci que j'aime beaucoup pourtant. Donc la première génération avec un clavier papillon, le MacBook. Ouais. J'ai tellement eu de problèmes, je crois que j'ai dû l'emmener je sais pas combien de fois à l'Apple Store, on me l'a changé au début, maintenant ils me le changent plus, ils me le mettent de côté comme ça et ils me disent voilà, ils m'apprennent à le nettoyer. D'accord. Donc je sais pas si ça peut vous donner un petit truc, donc il faut le mettre comme ça et hop, on peut continuer à la nettoyer. Ouais. Donc la miniaturisation, maintenant on arrive à une certaine limite, on va pas les rendre transparents ces écrans et ces ordinateurs. Ouais, oui, Damien, on dit souvent que chez Apple, c'est le designer qui a le pouvoir et pas l'ingénieur, mais est-ce que là, on n'a pas été trop loin dans la logique? Moi, ce que j'adore quand je lis les commentaires sur Mac Forever, c'est notamment les gens qui hurlent après la quête de design, la quête de finesse de Johnny Ive. Et je peux le comprendre, parce qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à une sorte de carrefour et de paradoxe, qui est à la fois d'avoir des machines très belles, très avancées, très fines. Donc, typiquement, l'USB-C a permis d'avoir, au prix de la disparition d'autres ports, comme notamment le port SD, d'avoir des machines très fines et très belles. Mais à la fois, est-ce que c'est ça qu'on attend d'une machine aussi chère et aussi puissante que celle-ci? D'abord, on atteint un problème physique, qui est donc la dissipation de la chaleur. Et donc, il y a un moment, il faut bien arriver à évacuer la chaleur d'une manière ou d'une autre. Et on vient d'en parler, justement, ça fait yoyoter le processeur. Et puis, il y a un moment aussi, est-ce que véritablement, c'est l'attente des professionnels d'avoir des machines hyper belles, qui sont magnifiques sur leur bureau, mais qui vont peut-être rester 80 à 90% du temps posées sur leur bureau? Je pense qu'il y a une vraie question sur l'usage aujourd'hui. Qui ne sont pas forcément portables, ou dont l'usage ne sera pas forcément dans la portabilité, dans le nomadisme. Donc je pense qu'on arrive vraiment à la limite de l'équation que pose aujourd'hui Apple avec ses machines. Ouais. Et au-delà, donc pour revenir sur le thème de ce chapitre, à savoir la puissance, voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait, un vrai regain de puissance, elle est au rendez-vous. Hein, Didier, vous a vendu un petit peu la mèche en amont de cette émission. Si tu peux nous résumer, Didier, les specs que tu as préparés pour nous. Ça faisait longtemps qu'on attendait un tel gain de puissance, et le premier constat, c'est que pour le 13 pouces, il progresse franchement. Bah oui, écoute, en fait, c'était un des problèmes sur le 13 pouces, c'est qu'il avait que 2 cœurs. Et effectivement, quand tu faisais des tâches, on va dire, multimédia, qui étaient assez exigeantes, alors même s'il y a des gens qui font du montage avec 2 cœurs, même s'il y a des gens qui font beaucoup de retouches photo avec ça, mais c'est vrai que de passer à 4 cœurs, tu récupères la puissance qu'on avait donc l'an dernier sur un 15 pouces, qui est assez énorme. Il y a beaucoup de gens, par exemple, je connais, qui font du développement, qui préfèrent des petites machines portables qu'ils emmènent chez les clients comme ça, mais forcément, tu la connectes à ton écran, elle rame un petit peu. Là, on a quand même un doublement des perfs. Alors,
de manière générale, si tu utilises tous les cœurs, si tu es sur un seul cœur, c'est-à-dire la puissance brute, je sais pas, quand tu vas, par exemple, lire puissance une vidéo. processeur, on tire pas sur le GPU. Oui, voilà, exactement. Le GPU, lui, a pas changé. On en reparlera peut-être après. Parce que le MacBook Pro 15, effectivement, il a un GPU qui l'aide. Mais là, on voit sur le graphe que tu as préparé, que tu as fait donc cet été, que les deux 13 talonnent le 15 de 2017, ce qui est quand même assez remarquable. Exactement. Puis aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quand même plein d'applications lancées, que le système est largement capable de prendre en charge tous ces cœurs. Donc, plus on a de cœurs, mieux c'est. C'est vraiment très, très bien utilisé aujourd'hui. La charge se répartit entre toutes les machines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il y a quand même l'aspect GPU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas dire juste le processeur est plus rapide, donc on est sur l'équivalent d'un 15 pouces, parce que le GPU a beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test qui était assez rigolo, je sais pas si on l'a là, mais qui était de montrer en fait que quand tu fais par exemple un export sous Final Cut Pro, il utilise le processeur et le processeur graphique qui est au même endroit physique sur cette machine de 13 pouces, sur la petite puce Intel. Et du coup, les fréquences des deux s'effondrent parce qu'en fait, l'un fait chauffer l'autre et à la fin, t'as plus de puissance nulle part. Ouais. Et ça, c'est un peu la faiblesse de ce 13 pouces. Alors, on parlera de GPU externe après, mais c'est vrai que si tu fais quand même des grosses tâches lourdes multimédia, je dirais que c'est quand même pas l'ordinateur idéal et ça changera pas vraiment. On en reparlera tout à l'heure du GPU après les coups de cœur. Après le busomètre. Les progrès sont également notables sur les 3 modèles de 15 pouces, Didier. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré également un tel progrès en termes de performance. En gros, le 15 pouces 2018, il va aussi vite qu'un iMac 5K, en grosso modo. C'est ça ? Oui, c'est ça, un iMac 5K, donc il faut savoir qu'il a 4 cœurs aussi, comme les MacBook Pro de l'an dernier, mais il fonctionne à des fréquences plus élevées, il a une meilleure dissipation thermique, donc forcément, il a plus de puissance. Donc avec 6 cœurs sur un portable, on arrive à avoir 4 cœurs de bureau, comme il n'y a pas si longtemps, comme l'iMac 5K qui est toujours en vente d'ailleurs à l'heure où on fait l'émission. Oui, il n'a pas été mis à jour, il ne devrait pas tarder, on ne désespère pas. Évidemment, mais effectivement, c'est un vrai gain si tu fais beaucoup de choses. Si tu utilises beaucoup la machine, effectivement, un peu à ses limites. Si tu fais du montage, si tu fais de la photo, si tu fais de l'animation 3D, par exemple. Mais après, voilà, l'aspect graphique, lui, n'a pas évolué cette année. C'était un peu la déception quand même. Ouais. C'est de voir ce processeur qui a pris des cœurs et finalement en face, ça fait 3 ans qu'on a le même GPU. Ouais, c'est-à-dire qu'Apple continue aveuglément à faire confiance à AMD alors que la référence du marché, c'est plutôt du côté d'NVIDIA, on est bien d'accord. Oui, puis AMD, en plus, c'est pas très bon en termes de dissipation thermique. Ils ont des cartes qui consomment quasiment 2 fois plus que chez NVIDIA. C'est un paradoxe, c'est ça qui est paradoxal. Ouais, mais je pense que c'est des affaires de gros sous. Et effectivement, même aujourd'hui, les GPU externes de NVIDIA sont pas pris en charge sur Mac, alors qu'il n'y a pas de raison vraiment. Mais je pense que c'est effectivement ils ont le même genre de contrat avec les consoles, avec tout un tas de choses. AMD aujourd'hui a un certain nombre de marchés comme ça, sur lesquels ils sont pas forcément les meilleurs, mais ils ont le marché, quoi. Et on voit sur le bench que tu as fait que, en gros, la version i9, la surpuissante version du MacBook Pro 2018 vient même jusqu'à titiller un petit peu l'iMac Pro d'entrée de gamme. Oui, bon, c'est Geekbench, faut avoir le recul quand même nécessaire, puisque effectivement, Geekbench, ça dure. Voilà, non, mais c'est un test qui dure 1 minute, donc forcément, si tu fais travailler des Xeon pendant toute une journée et un MacBook Pro comme ça qui va chauffer, tu auras absolument pas la dissipation n'est pas la même. Quoique l'iMac, il est très fin aussi, méfiez-vous. Voilà, mais bon, bref. On l'a dit, vous avez vu, le MacBook Pro 13 va aussi vite qu'un MacBook Pro 15 de l'année dernière en termes de puissance brute processeur. Et pareil, de puissance brute processeur pour le 15 pouces, il talonne un iMac 5K, voire un iMac Pro, ce qui est quand même remarquable. Il y a un vrai progrès de ce côté-là. Reste une question, le Core i9 à près de 7 000 € qui tend les bras à notre ami Stéphane. Le gain de puissance, est-ce qu'il est vraiment flagrant quand tu es passé au i9 par rapport au i7 et au-delà, pour quels usages, tout simplement? Alors, le Core i9, c'est vrai que le nom est très marketing. Tu te dis, tiens, j'ai vraiment un surplus de performance. En fait, pour obtenir ce surplus de performance, il faudrait effectivement des machines beaucoup mieux ventilées, beaucoup plus grosses, puisque lui, il est capable, en fait, même de manger beaucoup plus de puissance. Mais voilà, Apple est rattrapé par la batterie, par tout un tas de choses qui fait que ça peut pas marcher dans cet ordinateur. Ce qui fait qu'en pratique, oui, le Core i9 va être le processeur le plus rapide, c'est logique, ils te le vendent plus cher. Mais les gains sont pas monstrueux. Et en fait, ça dépend un petit peu. Alors, on a fait énormément de bench sur certains exports Final Cut, ça va être plus rapide, sur d'autres, la différence va être assez minime. Ça dépend vraiment de l'usage. Et je dirais que globalement, ce qui vaut le coup, c'est plus l'entrée de gamme en fait cette année. Parce que là, tu as un vrai bon, tu passes à 6 cœurs, tu as un très bon turbo, et après, tu payes 200, 300 € pour finalement aller gratter 5, 10%, 15%. Alors il y a des fois, de temps en temps, ça marche, tu vois, tu arrives à avoir le turbo à fond sur certains calculs, mais il faut vraiment rechercher comme ça. Soit tu fais des calculs très très longs et ça peut te faire gagner, tu vois, des dizaines de minutes, si tu fais des rendus plusieurs fois d'affilée. François doit le faire quand il fait le montage. Ouais. Mais sinon,
pour une personne, je dirais un petit peu standard, pour l'usage standard qui fait de cette machine, je trouve que le jeu en vaut pas forcément la chandelle, non. Et de manière générale, en clair, hein, si vous recherchez de la puissance, par exemple pour les vidéastes, il faut plutôt se tourner vers un 15 pouces en raison de la présence d'un GPU, hein, alors que le 13 en est dépourvu. Sauf que les GPU externes, regardez, ils commencent à apparaître. Là, j'ai reçu le dernier de chez Blackmagic, hein, qui est arrivé à peu près au même moment que ces nouveaux MacBook Pro, pour justement doper la puissance graphique de celui-ci. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. On en reparle juste après les questions Twitter et le busiomètre. Les questions Twitter, et on rejoint Alex, notre community manager, pour les questions sélectionnées cette semaine. Oui, et donc les questions Twitter de cette semaine sont souvent négatives, hein. On parle des nouveaux prix souvent, donc l'exigence monte en parallèle. Donc on a Thibaut qui parle d'un problème de son par exemple sur GarageBand sur le nouveau MacBook Pro 15 et qui voudrait nous faire part de ce problème et si on l'avait connu. Ouais, en clair, il a le problème de crépitement, c'est ça, hein, Alexandre. Ouais. Hein, ouais. Didier, Ouais. tu as observé ce problème de crépitement du son récurrent sur les certains MacBook Pro? On a une dizaine de machines en test, à peu près en tout, je pense. Ouais. Et on l'a eu sur aucune des machines. Par contre, effectivement, il y a des témoignages sur YouTube. Alors, est-ce que c'est un petit défaut? Moi, je pense que c'est un petit problème il doit y avoir un défaut de conception sur certaines machines. J'en sais rien, une vis mal mise, une colle mal appliquée. Donc, voilà. Mais il y a eu quelques petits problèmes comme ça, sporadiques, mais qui n'ont pas l'air quand même de masse, tu vois. Ok. Autre réflexion, remarque ou question, Alex? Oui. Autre remarque d'Olivier, qui apparemment aurait un affichage, un bug d'affichage lors de la déconnexion d'un écran d'USB-C. On ne sait pas de quel écran cela vient, mais on peut voir l'image qui est très saturée et irrégulière. Ouais, c'est un problème chronique, ça, le propre Thunderbolt 3, l'USB-C et les écrans Thunderbolt 3, je crois, Didier. Ça fait quelques années, quelques mois déjà que tu en souffres de ton côté aussi, hein. Ouais, là, par exemple, sur le MacBook Pro 2018, on a un problème récurrent, c'est moi, sur ma machine, je perds l'USB. Tu vois, donc l'écran continue d'être affiché, mais tes souris, tes claviers qui sont connectés sur l'écran marchent plus, donc tu es obligé de redémarrer la machine. Et bon, là, dans le cas de notre ami Olivier, je pense que, à mon avis, ça ressemble quand même plus à un problème de GPU. Moi, ça a l'air très hardware, son truc. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même beaucoup de bugs. Ça t'empêche pas de travailler, mais c'est ces petits trucs qui font que, voilà. Ça te met pas en confiance, Vu le prix. Tu voudrais pas ça met pas en confiance et il vaut mieux plutôt passer par la case Apple Store dans ces cas-là pour être tranquille, pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème plus important et qu'il s'aggrave avec le temps et surtout si on n'a pas pris une prolongation de garantie, risque d'avoir des soucis. Dernière remarque, n'hésite pas à donner le nom en entier, Alexandre. D'accord, la dernière remarque vient de Christophe Aigron qui qualifie le stockage de base d'anémique avec seulement 256 Go de SSD. Oui, on est tout à fait d'accord, hein. C'est vrai qu'on parlait du prix tout à l'heure. Je ne sais pas si Damien, puisqu'on n'a pas encore entendu ce sujet, veut réagir, mais c'est vrai que bientôt on aura des iPhones qui ont plus de mémoire qu'un MacBook Pro à 3 000 €. Hein. Vous allez voir que le prochain MacBook, le prochain iPhone, il y aura plus de 512 Go de mémoire. C'est plus que le MacBook Pro de base, quoi. C'est dingue. Mais c'est une critique qui est vraiment récurrente en plus. Alors moi j'ai de la chance parce que la machine que j'ai achetée, elle est équipée d'1 Tera parce que c'était une promotion qui était faite à l'époque et des machines qui étaient suréquipées. Donc coup de chance, je m'en suis équipé. Mon autre Mac venait de rendre l'âme. Mais sinon, effectivement, je me serais certainement posé la question. Je me serais dit, mais c'est vraiment ultra cher. Ouais. Apple vend à prix d'or le stockage. Alors, quelle est la stratégie là-dessus? J'avoue que je suis très... Mais la marge, pareil, je me regardais sur la marge. la marge, mon cher ami, à tout Bien prix. entendu, la marge, mais par rapport, on va dire, la puissance, en fait, les processeurs, les SSD qui sont mis dessus sont ultra puissants. Oui, c'est vraiment des composants, c'est les plus onéreux du marché, c'est vrai. Mais bon, de là à facturer 3 000 €, c'est ça, 3 000 € l'option 4 Tera sur le i9, Didier? 3 000 €? Oui, non, mais c'est exactement ce que dit Damien, c'est qu'en fait, on nous offre des options dont on n'a pas besoin. Et tu sais, quand le premier MacBook Pro Retina 15 pouces est sorti, là, c'était en 2012, le stockage de base, c'était 256 Go. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas progressé sur l'entrée de gamme, ce qui est quand même un signe hallucinant en 4-5 ans. Mais en fait, ils ont préféré mettre des composants plus haut de gamme plutôt que de rester sur quelque chose d'un peu plus lent, mais sur lesquels on aurait pu augmenter la capacité. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec la 4K, avec ton iPhone là, qui filme en 4K 60 images secondes, on a de plus en plus besoin de stockage et on se retrouve avec des capacités ridicules. Enfin, il n'y a vraiment aucune réflexion qui est faite chez Apple à ce niveau-là, si ce n'est, on a la plus grosse, on a le Mac qui va le plus rapide du marché, quoi. Damien, oui.
Pardon. Ça veut dire qu'on en revient à quelque chose qui est à nouveau paradoxal. Ça veut dire que ces machines-là sont faites pour être posées sur un bureau avec des disques durs physiques, et non pas cloud, qui sont externes, qui sont branchés en USB-C pour pouvoir travailler. Donc, ce ne sont pas des machines nomades. Alors, à partir de là, pourquoi vouloir avoir des machines qui sont très fines, très légères, etc. On en revient encore à cette notion de paradoxe et à l'usage vraiment de la notion de pro dans ces machines-là. Ouais, c'est un peu ce que j'essaie de maladroitement d'expliquer tout à l'heure de ce changement de période où on ne sait pas trop vers quoi on évolue des machines de bureau, des machines ultra-portables. L'arrivée de ce genre de produit dont on va parler dans un instant qui permet vraiment de doper les performances de son portable et de les transformer pas en station de travail, mais en vraie machine de bureau. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci Alex pour une première, ça s'est bien passé? Oui, super, merci beaucoup. Ravi de tout rejoindre. Voilà, il y aura quelques nouveautés dans les semaines, dans les mois qui viennent autour d'un refait le Mac. Et Alex, c'est la première nouveauté. Merci Alex. Allez, on passe au busomètre avec Didier, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. Allez, quels sont les classements des rumeurs autour d'Apple? La keynote arrive bientôt, le 12 septembre, nous serons en direct. Soyez au rendez-vous. Didier. On va parler des bonnes nouvelles de l'été, puisque quand même, on attend donc effectivement des Macs pas trop chers et Apple semble enfin nous avoir entendus, avec peut-être donc une génération de MacBook Air et de Mac Mini 2018. Donc d'après Bloomberg, qui est quand même relativement bien renseigné en général. Ouais. Donc ça devrait arriver, mais peut-être un peu plus tard, peut-être vers Noël. Donc vers octobre, ce serait bien une petite keynote en octobre, un mois après l'iPhone. Mais ils vont rater la rentrée, ce qui est quand même dommage. Oui, bon, c'est là. La rentrée, qu'est-ce que je te dis, la rentrée universitaire, voilà, passons. Deuxième rumeur. Alors, deuxième rumeur, on va parler un petit peu d'iPhone. Donc, tu sais que cette année, il y a 3 modèles. Je pense que maintenant, c'est quasiment acquis, 2 modèles OLED et un modèle LCD. Alors, les dernières rumeurs évoquent un retard sur peut-être le modèle LCD, donc qui était, on le rappelle, le moins cher, qui pourrait arriver peut-être un petit peu après. L'année dernière, il y a eu un décalage avec l'iPhone 10 et l'iPhone 8, tu te rappelles. Et il y a aussi donc notre célèbre analyste Minchinko qui a déclaré aussi que l'Apple Pencil serait pas pris en charge donc sur ces grands iPhone OLED. C'était la rumeur de cet été. Ah oui, pour concurrencer le Galaxy Note, donc qui effectivement arrive à convaincre un certain nombre de gens de dessiner dessus. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des gens qui attendaient ça après. C'est peut-être la niche de la niche. Apple se dit que. Ouais, et puis là encore une fois, Steve Jobs se retournerait dans sa tombe si on va sortir un iPhone avec un Pencil, mais pas. Souvenez-vous de la keynote originale. Et puis on n'entend plus parler du nouvel iPhone SE 2, c'était quasiment acquis, puis finalement ça a disparu du paysage. Troisième rumeur. On va parler de 3D Touch, donc tu sais cette petite fonction qui te permet d'appuyer sur ton téléphone physiquement et de déclencher donc des petites animations, qui serait selon Barclays donc retirée en 2019. Il pourrait même ne pas être forcément sur tous les iPhones cette année. Donc voilà, ça fait un moment qu'on en parle de cette fonction qui est pas forcément très visible et qui prend beaucoup de place dans le boîtier. Donc Apple pourrait effectivement s'en séparer. Ouais. Quatrième rumeur. Alors, AirPower et AirPods en septembre, c'est ce qu'on nous avait promis l'an dernier. Pendant la keynote, il y avait le AirPower et puis on avait un petit boîtier comme ça, des AirPods qui se rechargent de manière sans fil, donc tu peux poser dessus ou sur un chargeur externe. Et ben, ça pourrait arriver enfin cette année. Voilà. C'est déjà arrivé, regarde Stéphane. Voilà, il a déjà son. Qu'est-ce qu'il a, Avec Stéphane, on cherche les faux AirPower et les faux AirPods. On vous présentera ça dans les coups de cœur tout à l'heure. Les dernières rumeurs. Et bien sûr, la dernière rumeur, c'est la date de la keynote qui, a priori, est le 12 septembre. Et c'est une rumeur française, c'est Europe 1. Donc Europe 1 qui, je le rappelle, est régulièrement invité à la keynote. Donc j'espère qu'ils ne sont pas grillés. Mais normalement, quand tu es invité à une keynote, tu signes un NDA. Donc ils n'ont pas encore été invités pour donner la date, je pense. Mais bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, passons. Mais effectivement, le 12 septembre, c'est la date la plus probable, puisque d'habitude, les keynotes, c'est le mardi. Et le mardi, ça tombe le 11 septembre. C'est pas forcément une journée très heureuse aux États-Unis, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, il serait logique que ce soit donc le lendemain. On sera donc en direct ici à 42 et vous pourrez assister au live depuis ici, le grand amphithéâtre de l'école 42. N'oubliez pas, cette semaine, nous organisons un concours avec notre partenaire crucial qui vous offre un SSD MX500 d'une capacité de 500 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et d'OPC Performance. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un tweet en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Retour donc au test des MacBook Pro, mais petite parenthèse d'abord autour de ces nouvelles fonctionnalités, de ces nouveaux accessoires qui émergent, les eGPU. Faut-il investir dans un eGPU, ces cartes vidéo externes? On en parle dans ce prochain chapitre. Faut-il investir dans un eGPU? Depuis l'arrivée du Thunderbolt 3, on nous a promettait l'arrivée de boîtiers Thunderbolt 3 qui faisait non seulement office de hub, mais aussi pourrait accueillir une carte graphique externe pour doper les performances d'une machine portable un peu modeste, comme un 13 pouces. Il met en ordinateur de bureau, on a beaucoup attendu, notamment
qu'Apple supporte ces iGPU externes. Et en marge de la sortie du nouveau MacBook Pro, on a vu arriver le iGPU de Blackmagic, vraiment un boîtier épatant en Thunderbolt 3 qui mue le petit 13 pouces qui est à côté de moi en ordinateur vraiment de bureau, avec des performances qui sont supérieures à celles d'un 15 pouces, voire d'un iMac. Alors, comment ça marche concrètement, Didier? Tu l'as testé, je crois, également. Oui, bon, les iGPU, ça fait un petit moment qu'on en parle, Olivier, parce que effectivement, c'est plus ou moins pris en charge dans macOS. Ça met du temps à arriver, ça met presque un an et demi quand même. Apple a déjà mis du temps à s'y mettre, et puis c'est vrai que il y en avait des gens qui l'avaient fait avant Apple. Maintenant, Apple le met en place, mais c'est quand même à vitesse d'escargot. Même ses propres logiciels donc le prennent pas en charge. Donc voilà, ça arrive petit à petit, et ça concerne quand même un marché de niche, très clairement. Blackmagic, c'est une boîte pour les vidéastes, les cinéastes, une boîte qui est australienne, spécialisée dans les caméras, les cartes d'acquisition. Donc voilà, c'est pas un hasard s'ils sortent ce type de produit-là, parce que voilà, il y a des besoins de puissance lorsqu'on fait du Final Cut Pro, par exemple. On l'a vu, la partie GPU, c'est ce qui évolue le moins ces derniers temps. Et surtout, dans un portable, tu as vraiment une très faible puissance graphique, même si tu as une carte dédiée, etc. Tu as quand même ces gros problèmes de performance. Tu n'arriveras jamais à une machine de bureau, même bas de gamme. Maintenant, si tu fais de la vidéo, on a de plus en plus le GPU qui est utilisé. Et Blackmagic l'a très bien vu, puisqu'ils ont développé donc un programme qui est capable aujourd'hui de tirer parti de plusieurs cartes graphiques à la fois. Donc, si tu branches plusieurs iGPU, il va prendre la carte interne de ton MacBook Pro, les deux cartes externes, et il va en profiter donc de toute cette puissance pour accélérer ses calculs. Et effectivement, lui, il s'est dit, tiens, je suis dans un environnement Apple, j'ai des vidéastes, ils ont des écrans USB-C, Thunderbolt, ils veulent pas trop de bruit, parce que quand tu fais de la vidéo, des fois, tu aimes bien avoir tes enceintes, avoir le son et tout, tu veux pas un truc qui te souffle dans la figure. Et du coup, on a le public idéal pour sortir ce produit, et ils ont travaillé avec Apple. C'est-à-dire que c'est quasiment Apple qui leur a donné les specs, et eux, ils ont fait le produit, parce qu'Apple voulait pas s'embêter avec le SAV à construire tout ça, mais c'est quasiment un produit Apple. C'est fait pour l'environnement Apple, et c'est même fait pour les gens qui utilisent Blackmagic sur Mac, en fait. Ouais. En gros, c'est une petite tourne à lui, vraiment la finition est remarquable. En dos, vous avez une série de connectiques, vous avez 2 ports Thunderbolt 3 bien sûr pour le relier à votre MacBook Pro ou iMac et autres ordinateurs. Une deuxième prise également pour un moniteur. C'est capable d'alimenter un MacBook Pro, 85 watts largement, donc aussi bien un 15 qu'un 13, avec 4 ports USB 3, ce qui est plutôt rare. Une vraie sortie HDMI ici, 4K 60 images par seconde, donc la vraie 4K. Et donc, je vous l'ai dit, une alimentation électrique pour motoriser le tout. Bon, il manque l'Ethernet éventuellement, il manque, je ne sais pas, une sortie peut-être DisplayPort, une sortie DVI qui serait ravi pour ceux qui ont des modèles un peu plus anciens, comme le mien notamment, ou qui ont des moniteurs plus anciens, parce que tout le monde n'a pas les dernières générations de Thunderbolt 3. Son prix, il faut compter 699 €. Sous le capot, il y a une carte graphique, elle est connue dans l'univers Apple, parce que c'est ni plus ni moins que la carte graphique de l'iMac Pro, Didier. De l'iMac 5K, en fait. 5K. 580. Autant pour moi. Et c'est un peu le problème. Oui, c'est pas justement, c'est pas celle de l'iMac Pro. Oui. Oui, c'est une carte qui a plus d'un an, donc qui est déjà vieille, et qui est à peu près 2 fois plus puissante que la meilleure carte graphique donc des MacBook Pro 15 pouces. Donc ça, tu vois, ça booste quand même tes performances. Mais en plus, c'est une carte qui a été réduite justement pour être mise dans l'iMac. C'est-à-dire que pour être plus silencieuse, pour consommer moins d'énergie, pour dégager moins de chaleur, les fréquences sont revues à la baisse. Donc en fait, tu as une carte à peu près milieu de gamme d'il y a un an avec des fréquences en baisse. C'est là d'où vient la plus grosse déception en fait. C'est étonnant parce qu'il y a un système de ventilation. Tu aurais pu mettre une Vega 64 sans problème là-dedans, non? Peut-être que ça aurait fait plus de bruit, qu'ils n'étaient pas prêts à faire ça. Peut-être là, qu'il y a une Radeon 580 quand même. Bon, bref, est-ce que tu as été convaincu par les benches que tu as pu faire? Tu en as fait quelques-uns. Alors, les benches, clairement, ils te permettent de booster les perfs de ton MacBook Pro. Donc, en fait, si vraiment tu fais du montage sur ton MacBook Pro, ce truc-là va te donner le surplus de puissance que tu n'auras jamais avec ta carte interne. Donc, oui, ce produit est intéressant de ce point de vue. Après, est-ce que l'investissement mérite ça? Ça dépend un petit peu de tes besoins, effectivement, en termes de calcul. Et surtout, il faut savoir que le GPU, il est soudé. Donc, tu ne pourras pas le changer. Donc, tu achètes un truc qui va être très rapidement obsolète, contrairement au boîtier externe qui existe où tu peux changer la carte. Là, on comprend pourquoi il y a une collaboration avec Apple sur ce point-là, il n'y a pas de doute, on ne peut pas changer les composants internes. C'était le prix à payer. Je pense que s'ils voulaient quelque chose de silencieux, de bien intégré, effectivement, ils ont dû faire des compromis. Mais c'est vrai que là, c'est le truc. En fait, je pense que ça aurait dû sortir il y a un an, en fait, ça. Plutôt que d'acheter une nouvelle gamme de MacBook Pro, est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à garder une génération antérieure d'1 ou 2 ans et le doper en le branchant là-dessus pour 700 € plutôt que de changer de MacBook Pro 15, voire même un petit 13 pouces? Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, si tu changes pour avoir notamment de la puissance GPU, ça peut être une meilleure alternative. Faut quand même savoir que ça fonctionne pas avec tous les programmes. Et voilà. C'est-à-dire que si tu fais du jeu
oui, mais dans une certaine mesure, puisque ça va quand même brider un petit peu les performances. Le Thunderbolt, c'est quand même 10 fois plus lent que si une carte était connectée en interne, mais ça permet quand même de booster la 3D. Et pour les programmes qui font pas de 3D, donc qui servent de la carte graphique pour faire des calculs qui étaient à la base donnés au CPU, et ben en fait, il faut de l'optimisation. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, Final Cut Pro, tu branches ce truc à un écran USB-C. Final Cut Pro va utiliser la carte interne de ton MacBook Pro. Donc, c'est quand même aberrant. Tu peux travailler avec Blackmagic dans le plus grand secret, au moment où tu sors des nouveaux MacBook Pro, tu travailles en étroite collaboration et derrière ne pas proposer une offre logicielle qui tire parti de cet engin. Enfin, c'est encore une fois, mais ils font quoi chez Apple? On marche vraiment sur la tête par moment. Et surtout sur des programmes comme ça qui sont très ciblés. En revanche, ce qui est assez remarquable, tu l'as dit, ça fait aucun bruit, donc ça c'est assez agréable, notamment si vous travaillez dans le son ou ici dans les studios, on a besoin de faire aucun bruit. Et de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane, Damien, de cette nouvelle philosophie de l'informatique qui permettrait en gros de muer un ordinateur portable en une machine de bureau, voire demain, je grossis le trait, en une sorte de super station de travail. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus une machine de bureau et tu aurais une machine qui serait quasiment extensible. Peut-être aujourd'hui la normalité des ordinateurs, c'est un ordinateur portable, c'est plus les grosses stations de travail avec des grands écrans, etc. Et quand on peut rajouter des éléments comme ça pour permettre d'avoir un peu de puissance vidéo de façon ponctuelle, on va appeler ça comme ça, ou plus permanente si on décide de faire en sorte que notre ordinateur portable devienne un ordinateur portatif, donc où on le transporte un peu moins. Peut-être c'est ça la vie de demain, voilà, peut-être. Damien, tu nous disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal, on a des ordinateurs de plus en plus fins, mais on a de plus en plus de besoin de gros accessoires à côté, accessoires connectiques et gros disques durs. Là, on en a encore l'illustration. Est-ce que tu crois que c'est une philosophie d'avenir ou ça restera cantonné à des niches comme les vidéastes? À mon avis, c'est une tendance qui est intéressante. Je me demande même si Apple ne teste pas. Ils sont pas en train de voir vers où ils peuvent aller, parce qu'ils sont conscients quand même. Ça prouve déjà qu'ils sont conscients des limites de leur machine. Mais comme ils ne veulent pas remettre en cause, que je peux comprendre la philosophie avec laquelle ils développent aujourd'hui leur machine, eh bien, ils cherchent certains palliatifs. Et c'est plutôt élégant comme palliatif, avec certaines limitations, certes, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je trouve que la direction est plutôt intéressante. Alors après, on trouve après un autre problème qui est qu'on va se retrouver avec plein de câbles de partout. C'est le problème aussi du Mac Pro. Magnifique petite tour, mais avec plein de câbles qui traînaient derrière. Ça, c'est un autre problème. Mais ça peut être effectivement une piste qui peut être assez intéressante à tester ou à creuser. Il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Merci Daniel. Pour finir notre tour complet des MacBook Pro, on va vous demander votre avis sur la Touch Bar Stop ou encore. La Touch Bar Stop ou encore, près de 2 ans après son lancement, que pensez-vous de la Touch Bar? Est-ce un gadget, sachant que aussi bien ces nouveaux MacBook Pro ou encore les dernières versions de macOS 10 avec Mojave, ça apporte à ma connaissance aucune avancée en termes de fonctionnalité concrètement. Tiens, on va commencer avec Stéphane en plateau. Oui. Toi qui as un MacBook sans Touch Bar. Sans Touch Bar, et je suis très content. Comme le disait d'ailleurs dans le busomètre pour la disparition possible de la 3D Touch, ça n'a jamais vraiment pris en termes pour les développeurs d'utiliser cette fonctionnalité parce que ce n'était pas quelque chose. Est-ce que là, les développeurs ont vraiment fait le nécessaire pour pouvoir exploiter à fond cette chose? Il y a quelques applications qui le tirent en partie, mais c'est vrai qu'Apple n'a pas forcément poussé à la roue. Voilà, donc ça part de là. Au fur et à mesure des... Voilà, tout de suite, beaucoup d'utilisateurs, Didier, tu me coupes si je dis des bêtises, on dit, mais tenez, il y a quelques bonnes idées qu'on pourrait exploiter, comme par exemple intégrer le dock dans la Touch Bar. C'est assez logique pour lancer une application directement. Et il n'y a eu quasiment aucune évolution depuis le lancement du premier MacBook Touch Bar. Je ne veux pas dire de bêtises, Didier. Non, mais je pense qu'Apple est en train de tuer cette fonction tout seul, qui était déjà mal née à la base. Les gens étaient déjà perplexes quand c'est sorti. Donc voilà, il n'y a pas eu de rebond. Les gens ne se sont pas dit tout à coup c'était génial, on ne l'achète pas pour ça. Donc voilà. Après, la question maintenant, c'est est-ce que ça coûte cher de la laisser? Ça va plutôt être ça. Voilà, c'est un peu dommage et on se demande s'il ne serait pas plus simple, tout simplement, d'intégrer un écran tactile une fois pour toutes. Et puis on n'en parle plus, mais ça, encore une fois, je m'égare. De ton côté, Damien, quel est... ton sentiment sur la Touch Bar, toi qui l'as adopté il y a pas mal de temps déjà? C'est une déception. C'est une déception parce que j'y ai cru et j'ai vraiment tout fait pour essayer de l'utiliser. Il y a une idée. J'ai même utilisé des petits logiciels comme Better Touch Tool qui permettent l'améliorer. Voilà, il faut de la customiser, mais il faut du temps pour le faire. Malgré Apple, quoi. Hein, tu vois, ça a été au-delà. Et donc j'ai essayé d'aller vraiment de pousser le truc. Il
il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est mal gaulé. Il y a un truc qui finalement fait que on ne va pas dessus, on ne va pas à cet endroit-là pour chercher les fonctions. Au-delà du fait que les applications sont pas forcément optimisées pour certaines, des fois c'est plutôt pas mal. Alors j'essaie de me suis dit mais quelle serait la bonne solution? Je pense qu'il y en a deux. La première, c'est telle qu'on l'a pu voir dans certains brevets ou autres. Et d'ailleurs la direction, je pense que prend Apple avec le clavier qui a des touches papillons, donc avec une presse, enfin le fait de presser de plus en plus court, on pourrait imaginer qu'un jour, pourquoi pas, on ait un écran tactile avec un retour haptique. À la place du clavier. La même sensation. Bien sûr. À la place du clavier, peut-être. Ça s'appelle un écran tactile, hein. Ça s'appelle un écran tactile. Ouais. Et on a vu d'ailleurs certains de leurs brevets qui vont dans ce sens-là. Ouais, une deuxième option, c'est que le problème de cette touch bar, je pense qu'elle trouve pas sa légitimité par rapport à certaines fonctions que l'on utilise dans les applications elles-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle duplique certaines fonctionnalités que l'on a dans les écrans. Apple ne veut pas d'écran tactile, donc ils essayent de trouver autre chose, et ils dupliquent des fonctionnalités qui, par exemple, je prends un exemple, dans Keynote, vous pouvez lancer à la fois depuis l'interface de Keynote, mais aussi depuis la touch bar, par exemple, le diaporama. Donc, pour que ça marche, il faudrait peut-être supprimer une des deux fonctions. Donc, les redondances, en clair. Voilà, il y a des redondances. Peut-être que supprimer ça. Mais je pense qu'ils sont pas prêts à aller là-dessus parce que ça gueulerait vraiment beaucoup. Et je pense que beaucoup de développeurs n'iraient pas dans ce sens-là. Donc, je crains qu'elle me meure petit à petit. Le verdict, finalement, ça va être dans quelques mois, lorsqu'on va voir arriver des nouvelles générations de machines de bureau. Vous savez que la touch bar n'est toujours pas arrivée sur les claviers externes, et ça pose également un problème, parce que ça n'encourage pas également les gens qui passent d'un portable à un ordinateur de bureau à utiliser, puisque quand on arrive sur l'ordinateur de bureau, on n'a pas de touch bar, donc ça unifie pas les usages, et ça pose également problème. Donc on a la réponse, je pense, dans quelques mois. Normalement, les nouveaux iMac avec un nouveau design, et les nouveaux Mac Pro avec un vrai nouveau design, la modernité devrait arriver. Et si la touch bar n'est pas là, c'est un peu dommage. Finalement, le seul point positif de cette touch bar, pour conclure là-dessus, c'est l'arrivée de Touch ID, qui est assez pratique, j'avoue, sur ces modèles-là, qui évite de rentrer le mot de passe, quoique avec une montre, si vous l'approchez, vous déverrouillez aussi votre ordinateur. Mais encore une fois, lorsqu'on voit Face ID sur macOS 10, sur l'iPhone 10, on se dit que Face ID devrait arriver prochainement sur les Mac, d'ici 1 ou 2 ans. Et également, la fonction Touch ID, qui est forcément la seule valeur ajoutée qu'offre aujourd'hui la Touch Bar, risque de disparaître. Donc, ce n'est pas de bon augure. Allez, enfin, pour conclure sur le MacBook Pro, on aura vraiment fait le tour avec Didier. Il a bien travaillé. Quid de l'autonomie? On parle de portable, c'est un point important. On sait qu'on avait été déçus par les premières générations de MacBook Pro Touch Bar par rapport aux versions classiques. Il y avait eu presque un retour en arrière. Qu'en est-il de ces versions surboostées par Intel? Écoute, nous, dans tous nos tests, elle est un peu en baisse. Voilà, donc alors la batterie a augmenté un peu, puisqu'en fait, il faut compenser. Aujourd'hui, tu sais, on n'a pas parlé, mais la mémoire, elle peut monter à 32 Go maintenant sur le 15 pouces. Voilà, on a plus de cœur, donc même si Intel te dit que ça consomme à peu près pareil, mais quand même ça consomme un peu plus malgré tout. Donc il fallait compenser ça. Apple a augmenté un petit peu les batteries, c'est pas foufou, mais c'est quelques pourcents. Mais malgré tout, ça compense pas ça. Donc l'autonomie est plutôt en baisse. Bon, voilà, c'est pas de l'ordre de 50%, je vous rassure, mais je dirais que c'est assez comparable à ce qu'on avait l'an dernier. Par contre, je trouve que c'est quand même un des points négatifs de cette machine. Quand même, l'autonomie est assez moyenne, même si tu fais pas grand chose. Moi, tu vois, je fais souvent des allers-retours pour aller à Paris en train, et ça tient pas les 4 heures de train si je fais un peu autre chose que juste taper du texte avec l'écran au minimum, tu vois. On est loin du MacBook, du MacBook Air qui tient un Paris-New York pour du texte quand tu fais du Final Cut, on travaille 1 heure. Ouais, pour le Final Cut, c'est minimum 1h30, 2 heures, maximum. Allez, grand maximum, effectivement. Allez, place à présent à notre concours avec notre partenaire crucial qui vous offre cette semaine un SSD MX500 d'une capacité de 500 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et doper ses performances. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de répondre à ces questions. Attention, quelle est la durée de la garantie des SSD MX500 de Crucial? Quelle est la durée de la garantie des SSD MX500 de Crucial? Pour répondre, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un tweet au compte Twitter @CrucialFrance en associant l'hashtag SSD Crucial. Bonne chance. Place à présent au coup de cœur. Les coups de cœur, on commence juste avec Didier. Et Olivier, alors on reste avec le MacBook Pro, puisque voilà, tu as pris une petite capacité, donc il va falloir l'étendre avec des disques externes. Et alors, il y a Lassie qui nous a envoyé ça cet été. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs assez complète si vous voulez aller voir. Donc, c'est un petit disque portable qui ressemble à n'importe quel disque externe, sauf que
En fait, c'est un RAID, c'est-à-dire qu'il y a 2 disques durs à l'intérieur. Alors, c'est pas des SSD, hein, c'est des disques classiques de 2,5 pouces. Et en fait, ça te permet, je dirais que c'est le bon chaînon manquant entre le gros RAID que tu as à ton bureau et le petit SSD externe sur lequel les vidéastes vont travailler, puisque ça te permet de stocker jusqu'à 4 Tera de stockage. Mais tu peux aussi le mettre en mode réplication, c'est-à-dire 2 fois 2 Tera, et tes fichiers sont écrits donc, sur chacun des disques. En mode miroir. Si jamais il y en a un qui crache, tu auras tes données sur l'autre. Et ça, l'air de rien, pour tous ceux qui font de la vidéo, je trouve que c'est le meilleur compromis actuellement pour stocker des gros projets, tu vois, que tu dois réutiliser, des images, tes rushs sur le terrain. D'autant que donc il est full USB-C. Donc tu as vraiment le petit câble qui permet de le connecter à ton MacBook, il est auto-alimenté. Et ils ont même mis un petit lecteur SD, donc qui manque beaucoup sur les MacBook Pro. Et finalement, voilà, tu vas faire de la vidéo, tu prends ça, t'es bien, t'as du stockage, t'as ton lecteur SD, en plus il est auto-alimenté. Que demande le peuple? Alors il coûte quand même... c'est pas si cher, mais c'est quand même, voilà, c'est plutôt un produit professionnel. Ouais, mais c'est plutôt un produit de bonne qualité. On aura l'occasion d'y revenir dans une nouvelle production qu'on fait du côté d'Electric Dreams, l'émission qui produit cette émission qui s'appelle Lassie Talks. Il n'y a aucun rapport avec le coup de cœur qu'a fait Didier. Hein. Pas du tout. Choix. C'est un vrai test non sponsor. Et on proposera une petite spéciale de Lassie Talk pour ce disque dur RAID dans quelques semaines. Merci Didier. Damien, de ton côté, ton coup de cœur? Alors c'est un coup de cœur peut-être posthume, mais j'ai envie de parler à l'orée de cette fin d'été de la disparition annoncée, mais peut-être sauvée, on verra, de Prism. Prism, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une sorte de petit lecteur en forme de pyramide qui avait pour ambition de rendre intelligentes les haut-parleurs. Donc vous branchiez cette petite pyramide sur n'importe quel haut-parleur en Bluetooth ou avec un câble, et à partir de là, il avait la capacité de savoir qui était dans la salle, qui était dans la pièce, et de vous proposer la bonne musique au bon moment en fonction des personnes et du moment de la journée. Il voulait travailler au début avec les grands acteurs du marché comme Spotify et Deezer. Malheureusement, ceux-ci ont fermé leurs API, et finalement, ils sont allés vers les web radios, mais trop tard. Dans les dernières communications qu'ils font, ils disent que tout n'est pas perdu et qu'ils essayent à nouveau d'essayer de trouver un dernier repreneur qui serait prêt à réutiliser leur technologie. Et puis, deuxième élément, ce que je trouve très élégant de leur part, c'est que si le produit ne finit sa vie plutôt, eh bien, ils ont développé un firmware qui permet au produit de continuer sa vie, malgré le fait que leur serveur soit coupé. Et je trouve ça assez rare dans le monde de la high-tech, du hardware, ce genre d'élégance, si on peut dire. Et j'espère qu'ils vont arriver à s'en sortir. Merci. C'est un peu triste. C'est vrai que c'est un produit qui est assez séduisant, mais qui a un peu de mal à trouver son public. Et c'est vrai qu'on peut même se demander si le hardware, l'idée en elle-même est assez originale, de savoir si le hardware était vraiment un passage obligé. On en avait parlé un petit peu ensemble. Damien, si juste l'application n'aurait pas suffi. Stéphane, ton coup de cœur. Alors, cet été, j'ai reçu enfin, ou même parce que je l'avais commandé sur Indiegogo et on ne reçoit pas tout le temps sur les plateformes comme ça, à la date donnée. Oui, ça met du temps. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que tu as commandé? Donc, ça s'appelle Plux. Mais ça ressemble à un AirPower. Exactement, voilà. Sauf qu'il est fait un peu de bric et de broc, faut dire les choses. Hein. Donc, en gros, vous êtes obligé de. C'est un AirPower en kit. Voilà, vous êtes obligé de savoir faire du puzzle. Hein. Ça plaît à mon fils. Voilà, exactement. Donc, en gros, ça permet donc de pouvoir charger en une seule fois. Donc, ça montre ses AirPods et son iPhone au milieu. Alors je découvre en même temps parce que tu l'as amené aujourd'hui. Donc effectivement, on pose ici les AirPods, mais avec une petite chose qui permet de protéger. D'accord, il y a une housse en silicone qui permet de les charger par induction. C'est malin. D'accord, donc ça évite de changer le boîtier. Exactement, parce qu'on le met dedans. Voilà, exactement. Voilà. Bon, tu n'as pas ici de chargeur de montre qu'on doit intégrer à l'intérieur. Donc c'est une manière de baisser les coûts, j'imagine. Oui, voilà, bien sûr, exactement. Et donc c'est vrai qu'on est sur un AirPower, on va dire, en puzzle, en mode Ikea, on va appeler ça comme ça. Et au milieu, tu mets l'iPhone. Et on met l'iPhone au milieu, et ça marche très bien, c'est très rapide. Et tu as une alimentation électrique avec? Exactement, non, USB. Donc tu le branches sur ton chargeur de téléphone qui alimente les trois. Exactement. Ça suffit à alimenter les trois? Moi j'ai sur une prise directement qui est elle-même bien. Tu peux mettre un truc d'iPad, j'imagine. Je pense, moi j'ai mis une surchargée. Et donc grâce à ça, donc on peut le poser. Voilà, exactement. C'est chinois, hein, je confirme. Voilà, mais au moins ça arrive, et donc le prix est de $49. Ah oui, c'est pas pareil. Ce sera peut-être $100 de moins que par rapport à l'AirPower. Au moins.
Et c'est vrai que quand je l'avais tweeté, il y a eu pas mal de réactions. Je sais qu'il y a eu un joli article de Didier sur Mac Forever également. Bon, c'est sûr que ce sera l'AirPower quand il va sortir, il va rendre cet appareil un petit peu. J'espère qu'il sera un peu moins léger en termes de bien évidemment, mais ça fait le job, comme on dit. Oui, 40 €, oui. 40 €. De mon côté, je l'ai testé tout l'été parce que Parrot a eu la gentillesse de m'en prêter un pendant les vacances. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est le Parrot Anafi, le nouveau drone de chez Parrot. Parrot is back, véritablement. Il rigole parce que le dernier jour des vacances, je l'ai craché. Voilà, j'ai mal calculé mon coup et je l'ai planté dans la mer, à la plage. J'en suis... Damien peut y aller chercher. Il peut chercher, mais c'est tellement profond et c'est tellement rempli de posidonie qu'on ne peut pas le récupérer. Mais j'ai vraiment eu sincèrement un coup de cœur pour ce dernier né de chez Parrot. Contrairement au modèle précédent, il est pliable, on en a beaucoup parlé. Il rattrape beaucoup de retard qu'avait pris Parrot en termes de simplicité, de légèreté. Vraiment, je pouvais l'amener partout cet été. Et puis surtout, le système de caméra orientable, c'est véritablement génial. Il n'y a pas besoin d'être un pro des drones pour savoir l'utiliser avec les automatismes. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'essaierai de vous glisser quelques images qu'on a réussi à récupérer malgré ma maladresse avec ce drone. J'en suis intégralement responsable. C'est vraiment une pratique à part que j'ai découvert, moi, de celle du drone. Se montrer patient et pas faire n'importe quoi si on veut préserver ce bel objet que nous a fait Parrot. Bravo, c'est vraiment de la belle ouvrage. Voilà, c'est la fin de ce 301e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour notre prochaine émission, qui sera consacrée aux dernières rumeurs qui entourent les prochaines générations d'iPhone, bien sûr, qui devraient être présentées normalement le 12 septembre prochain. Soyez au rendez-vous, nous serons en direct pour un live spécial d'On refait le Mac. Vous pourrez bien sûr assister à la captation de l'émission ici à l'école 42 et suivre la keynote en direct sur écran géant en vous inscrivant par mail. Je vous rappelle l'adresse contact@onrefaitlemacom. N'hésitez pas, c'est gratuit et en plus on prend beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne bien sûr en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.